comment on dit ça? Cash Center, un des supermarchés d'Abidjan, par exemple. Voilà, on a un système comme ça. Et il se trouve que ça prend du temps pour passer à la caisse. C'est-à-dire qu'on a la caisse, il y a des lignes d'attente et les clients sont fatigués d'attendre. Donc ça, c'est un problème. Et qu'est-ce que le propriétaire de Cash Center il fait? Comment il va trouver la solution à ça? Il y a plusieurs options. Est-ce qu'il doit avoir désolé. Est-ce qu'il doit avoir est-ce qu'il doit avoir embaucher de nouvelles personnes? Est-ce qu'il doit avoir des paiements automatiques? Est-ce qu'il faut ouvrir un autre magasin? Tout ça, c'est des solutions qui sont ouvertes à lui, mais comment savoir la bonne? Voilà, donc en utilisant la modélisation, la simulation, nous pouvons considérer tous ces scénarios-là sur l'ordinateur et puis en quelques mois ou en quelques semaines ou quelques mois, nous pouvons lui montrer les résultats, lui dire, OK, cette option, elle est bonne, voilà ce que ça va coûter, voilà comment est-ce que ça va changer, par exemple, l'attente des clients dans le magasin. Et lui, il prend les décisions, si c'est d'avoir des paiements automatiques ou d'embaucher de nouvelles caissières ou caissiers et tout ça. Voilà un peu de manière pratique. Bien sûr, MNS, la modélisation de la simulation n'est pas toujours utile. Donc, j'ai voulu aussi montrer un peu quand ne pas l'utiliser. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, il faut un certain niveau de complexité pour avoir utilisé cette méthode. Donc, quand le système n'est pas vraiment complexe, on n'a pas vraiment besoin de ça. Quand il n'y a pas de données à collecter, quand le coût surpasse le bénéfice, parce que ça coûte cher aussi d'engager des gens qui font MNS, ça prend du temps, ça prend des ressources et tout ça. Donc, au final, si le bénéfice n'atteint pas l'investissement, il n'y a pas de... Bon, comme tout bon business, si le bénéfice n'atteint pas l'investissement, ce n'est pas la peine. Et aussi, quand le système ne peut être défini, si c'est défini, c'est-à-dire que on n'arrive pas à cerner les contours même du problème, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser cette méthode parce que pour pouvoir modéliser un système, il faut comprendre l'utilisation, il faut comprendre comprendre et connaître le mécanisme du système. Et donc, voilà, je voulais aussi définir le système. Quand on parle de système, c'est un ensemble constitué de nombreuses entités dont les interactions produisent un comportement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas prédire. J'ai mis un peu l'exemple par exemple, ça c'est, on va dire, un réseau électrique, par exemple. Qu'est-ce qu'un réseau électrique? On sait tous que le réseau électrique, il sert à produire l'électricité. Il y a certaines composantes dans le réseau électrique. Il y a les centrales, il y a les lignes, comment on dit ça en français? Les lignes qui transportent l'électricité, il y a les transformeurs, il y a plein de pièces tout ça compose ce qu'on appelle le réseau électrique. Donc, c'est toutes ces composantes-là qui interagissent pour former le système qu'on appelle le réseau électrique. Donc, le système, il est défini comme une structure. Tout système est défini par une structure, un objectif, des limites temporelles et spatiales. C'est-à-dire que il faut savoir mettre les limites autour du système. Si on dit, par exemple, on veut étudier l'efficacité du réseau électrique, on va dire à Abidjan, c'est-à-dire on limite les contours d'Abidjan. On dit, hors d'Abidjan, le modèle n'est plus valable parce qu'il représente seulement que les activités pour la ville d'Abidjan. Si on étend les limites du système, il faut changer certains paramètres du modèle ou ajouter des variables ou tout ce qu'il faut pour représenter le système. Mais quand le système est défini, le modèle il est construit, s'il y a un changement dans le système, il faut changer le modèle aussi, ou certains paramètres du système. Donc, il faut définir d'abord le système de manière spatiale, temporelle, si c'est sur une année, si c'est sur 2 ans, si c'est sur une journée, et tout ça. Et définir l'objectif du système, comme je l'ai dit,
réseau électrique, c'est produire l'électricité. Ici, j'ai mis ici une image du réseau de transport. Il y a les avions, il y a les trains, il y a les bateaux et tout ça qui participent au réseau de transport, c'est-à-dire transporter des hommes et des marchandises d'un point A à d'un point B pour un certain objectif. Donc, voilà un peu en gros ce qu'un système représente. Comment utiliser la MNS? Nous avons 3 étapes, la conception, le développement et les expériences. La conception, c'est-à-dire, il y a certaines étapes, il y a 4 étapes. Comme je l'ai dit, on commence toujours par identifier le problème, c'est quoi? C'est quoi le système? C'est quoi le problème dans le système? Deuxièmement, on définit les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Ou bien comment aborder le problème. Après, il y a la collection des données, bien sûr, savoir un peu plus sur le système, comment il se comporte, quelles sont les composantes clés. Et maintenant, après tout ça, qu'on a ces informations, on conceptualise le modèle, c'est-à-dire on essaie de manière graphique de représenter un peu à quoi est-ce que le système, de représenter un peu le système en vue de construire le modèle de manière plus correcte. Et maintenant, il y a la deuxième phase, c'est le développement du modèle. C'est-à-dire qu'on a la conception du modèle, on sait à quoi s'en tenir, on sait ce à quoi le système doit, ce à quoi s'en tenir, de quoi le système est, en quoi le système consiste. Maintenant, il faut implémenter maintenant le modèle qui a été conceptualisé. Quand le modèle est défini, développé, il y a la prochaine étape, c'est la vérification et la validation. Ça, je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais c'est une étape des plus importantes de la modélisation et simulation parce que ici, ça permet de s'assurer que le modèle représente vraiment le système réel. C'est-à-dire que si tu veux, c'est un moyen de donner des solutions à un problème. Donc, quand tu représentes le système de manière virtuelle, il faut s'assurer que le modèle est vraiment fidèle au système réel. Et donc, il y a des techniques pour s'assurer que c'est le cas. Mais donc, cette étape-là est vraiment importante. C'est pour ça que j'ai mis une flèche ici pour aller et revenir, pour mettre l'accent sur l'importance de cette étape. Parce que si cette étape-là n'est pas faite ou n'est pas satisfaite, on ne peut pas avancer de manière, on va dire, de manière, on va dire, objective ou efficace, parce que le modèle n'a pas la validité nécessaire pour résoudre le problème dont il est question. Et donc, quand cette étape est faite, maintenant, on peut faire les expériences sur les scénarios, tester, comparer, l'analyse des résultats et on tire les conclusions. La documentation ici, c'est, on va dire, mettre sur papier. Ici, dans le monde de l'ingénierie, c'est important de faire la documentation parce qu'on veut avoir des traces écrites de ce qui a été fait pour pouvoir s'en référer dans le futur. Et après, il y a la mise en application, c'est-à-dire on soumet le modèle et les conclusions au client ou aux parties qui ont les problèmes, et puis à lui de prendre l'initiative de faire l'implémentation de ces solutions-là. Et donc, voilà l'étape de la validation, de la vérification. J'ai voulu revenir dessus pour vraiment m'appuyer dessus. C'est vraiment important. Je définis ici un peu vérification de la validation. Sur la validation, c'est représenter le système exact, c'est-à-dire que de manière fidèle, de manière vraiment correcte. C'est-à-dire ici, par exemple, le système, on va dire le réseau électrique, par exemple, il y a certaines composantes, il y a les lignes de transport, il y a les transformateurs, il y a
les centrales électriques. Et donc, si le modèle n'a pas ces composantes-là, ça veut dire que le modèle ne représente vraiment pas le système parce qu'il n'a pas les éléments clés du système. La vérification, c'est représenter exactement le système. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Si on prend une calculatrice, par exemple, et puis je tape 1 plus 1, je m'attends à ce que le résultat soit 2. Si le résultat c'est 3, ça veut dire que le modèle fait ce que je ne veux pas ou se comporte de manière différente de la manière dont j'ai programmé le modèle. Et donc ça, c'est la vérification, s'assurer que le modèle fait ce qui est attendu de lui. Donc, comme j'ai mis un peu comment s'assurer de la précision et la crédibilité du modèle, les composantes clés du système, les phénomènes importants. Ce que j'appelle phénomènes importants, c'est, par exemple, je vais prendre encore l'exemple du trafic à Abidjan. Moi, j'habite à Bonoumé, Riviera Bonoumé. Et donc, à partir de 16h, 17h jusqu'à peut-être 19h, 20h, c'est l'embouteillage à partir de la 2, de la 3 jusqu'à Abidjan Mall. Tout ça, c'est gâté, comme on le dit. Donc, c'est ce que j'appelle un phénomène important. C'est-à-dire que si je modélise le système routier on va dire de Cocody, et que, par exemple, entre 17h et puis 20h, le modèle ne montre pas qu'il y a un embouteillage vers à la 2, la 3, Abidjan Mall, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment fidèle à la réalité. C'est-à-dire que le niveau de précision n'est pas atteint parce qu'il ne représente pas ce phénomène important-là. Voilà. Ou bien, par exemple, quand on va dans un restaurant, il y a certaines heures auxquelles le restaurant il est rempli. Et donc, si je modélise ce restaurant-là, je fais la simulation, par exemple, sur un jour, sur 24 heures, il faut que le modèle montre qu'à certaines périodes durant la journée, il y a ce trafic-là. Voilà, c'est ce que j'appelle phénomène important. Et donc, voilà un peu de manière succincte la partie théorique. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien je peux bouger directement à la partie pratique. Bon, peut-être que j'ai quelques questions, mais on va attendre le côté pratique et tout. Okay. Je vais te laisser le côté pratique, après on va prendre les questions. OK. Donc, voilà une application. Je voulais montrer cet exemple un peu. C'est l'exemple de d'une méthode de simulation qu'on appelle la Monte Carlo Simulation. Monte Carlo Simulation, méthode, c'est un concept basé sur les lois de probabilité qui suggère que la répétition d'une expérience, c'est-à-dire que le plus tu fais de fois, plus tu fais l'expérience en utilisant des données aléatoires, plus tu vas te rendre compte du comportement du système réel. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple pratique peut être, par exemple, dans les casinos, par exemple, quand on dit que, ici on dit « the house always wins », ça veut dire que si tu joues dans un casino, si tu joues plusieurs fois pendant longtemps, la plupart du temps, tu vas perdre parce que le casino mise sur le fait que tu joues beaucoup, longtemps, et ça leur donne plus de chances de pouvoir récupérer leur argent si tu as gagné ou bien gagner de l'argent sur toi. Et donc ça, c'est un phénomène qui a été étudié pendant longtemps et qui est beaucoup utilisé pour l'estimation de certaines variables dans certains systèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, un exemple classique, c'est l'estimation de pi, la valeur pi. Et pi, on connaît, c'est 3,14. Bon, c'est une estimation, 3,14, on dit qu'il y a quoi, 50 chiffres après la virgule.
Et donc, utiliser un peu la simulation pour estimer la valeur de pi ici. Donc ici, bon, comment ça se fait? On prend un carré de côté 1 et puis on dessine un arc de cercle, c'est-à-dire un quart de cercle dans le carré ici. Et l'objectif ici, c'est de dessiner plusieurs points ou de générer plusieurs points dans le carré ici. L'estimation de pi sera que quand tu comptes le nombre de points dans le cercle sur le nombre de points dans le total dans le carré, ça te donne pi sur 4. Si on considère par exemple la formule du cercle, c'est pi r au carré. R, c'est le rayon. Ici, R, c'est 1. Donc, pi r au carré, si tu prends le quart du cercle, ça fait pi sur 4. Donc, quand tu as le nombre total de points, tu multiplies par 4 pour avoir l'estimation de pi. Ici. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Je ne sais pas si vous voyez ici l'aspect dynamique ici, ça change les valeurs là. Le plus on a de n c'est le nombre de fois qu'on fait la simulation. Donc, plus on fait la simulation, plus la valeur de pi est plus précise. Donc, c'est l'objectif ici d'utiliser la Monte Carlo. Je ne sais pas, je vais essayer de partager notre écran. Je ne sais pas, je voulais montrer un peu le code. Un exemple rapide là. Voilà, ça va? Vous voyez? Oui, ça va, on voit. OK, d'accord. Donc, voilà un peu, ça c'est un code, c'est pas vraiment long. Ici, j'utilise certaines librairies, c'est Python le code, le langage, j'utilise certaines librairies ici, Math, NumPy, Fraction. Et puis, bon, comme je l'ai expliqué, le rayon R ici, c'est 1. Ici, Random Uniform, c'est une librairie qui permet de générer des valeurs de manière aléatoire. Donc, ça permet de générer ici des points dans le cercle. Et ici, le nombre de runs ici, c'est le nombre de fois qu'on fait la simulation. Donc, j'ai mis 10, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions et tout ça. Et donc, pour ce nombre de simulations-là, j'utilise une loupe pour pouvoir générer ces points-là. Et puis, je fais la fraction, comme j'ai dit, c'est le nombre de points dans le cercle sur le nombre de points dans le carré total représente pi sur 4. Donc, c'est cette valeur-là qui est p ici. Et puis après, je multiplie par 4 pour avoir la valeur estimée de pi. Et donc, je vais essayer de... Bon, mon environnement ici, c'est... Ça va, vous voyez ici ou pas? Vous voyez Oui, on voit toujours. L'écran bleu là? Oui, okay. On voit toujours. Voilà. Donc, mon environnement ici que j'utilise, c'est PowerShell. Je ne sais pas si vous êtes familier. Bon, c'est juste... c'est un peu vieux. Les gens maintenant utilisent Jupyter ou autre. Bon, j'aime beaucoup ça, donc j'utilise ça. Je voulais faire ça vite. Donc voilà, ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire un peu, mais bon, le plus par exemple, ici, quand je fais 10 fois la simulation, la valeur de pi me donne 3.2. Ici, ça me donne 3.36, 3.104, 3.13. Donc, le plus je vais vers, le plus je fais de simulation, le plus j'arrive vers un nombre assez proche de la valeur de pi qu'on connaît. Ici, ici, ça fait
10 millions de simulations que j'ai conduites. Donc, ça fait, je m'approche plus 3,14. Je pense après, c'est 14, 15, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais donc, vous voyez que ça, au fil du temps, avec plus de simulations, on s'approche plus de la valeur exacte ou de l'approximation exacte de pi ici. Donc, voilà, ça, c'est un tout petit exemple de l'utilisation de Monte Carlo simulation pour déterminer une variable. Et donc, je vais repartir. Voilà, donc c'était ça. Voilà, donc de retour sur mon PowerPoint. Une autre application que j'aimerais aussi vous montrer, c'est avec le COVID-19 maintenant, donc j'ai voulu un peu passer dessus. Malheureusement, le code n'est pas... ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur ce code-là, donc j'avais des erreurs dessus, et puis bon, je n'ai pas eu le temps de les arranger. Mais je vais quand même montrer un peu un exemple avec un software qu'on utilise pour ça. Donc, le COVID-19, c'est une épidémie. Une épidémie, c'est une maladie qui se propage par contact humain. Par exemple, le sida, on a eu l'exemple de l'Ebola aussi. Quand vous avez des contacts avec quelqu'un qui a la maladie, vous devenez infecté aussi. Voilà, c'est l'idée générale qui est là. On utilise dans ce cas les modèles comportementaux. Ça veut dire que ces modèles-là divisent la population en classes épidémiologiques. Donc, dans le monde de l'épidémiologie, on catégorise la population par leur état de santé. L'état original de ce modèle-là, je pense qu'il date des années 40, je pense, ou 50, il suggérait 3 groupes. Le groupe des susceptibles, c'est-à-dire des gens de la population qui ne sont pas contaminés, le groupe des infectieux, le groupe de la population qui a la maladie, et le groupe des ceux qui sont guéris, qui sont immunisés, c'est-à-dire qui ont eu la maladie et qui sont guéris de la maladie. Bien sûr, il y a eu d'autres additions sur ce modèle-là. Maintenant, il y a d'autres compartiments, il y a d'autres qui ont ajouté les décès, il y a d'autres qui ont ajouté les quarantines et tout ça, quarantaine et tout ça. Mais ça, c'est le modèle, on va dire, original. Et donc, il y a le taux bêta ici, c'est le taux de contamination. Gamma, c'est le taux de guérison. Donc, ce modèle-là est basé sur les équations différentielles. Le taux de susceptibilité, le taux d'infection dépend du taux de... Le nombre d'infections dépend du taux de contamination. C'est-à-dire, plus des gens sains ont des contacts avec des gens malades, plus le nombre de malades va augmenter. Et au fil du temps, les gens finissent par être guéris. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas le code, mais je voulais quand même montrer un truc. Qu'est-ce que je vais dire? Un instant, je vais... OK. Donc, voilà, ça, c'est un software de simulation qu'on utilise qui s'appelle Vensim. Et donc, ici, comme je l'avais dit, il y a la population susceptible, il y a les infectieux et puis il y a les recovered. Et comme je l'ai dit là, il y a le taux de... Le plus vous avez des contacts, donc il y a le taux d'infection, il y a le taux de guérison qui sont basés sur le nombre de la population, l'effectivité et tout ça. Et donc, vous montrer un peu quand tu
quand on fait la simulation, par exemple, on voit que, je vais vous montrer les trois courbes là. Voilà, par exemple, vous avez le nombre de, ici, le nombre de personnes susceptibles qui descend, c'est-à-dire que ils sont plus susceptibles à avoir la maladie parce qu'ils ont déjà eu la maladie. Donc, et ça c'est représenté par le nombre de personnes ici qui sont et guéries et qui sont affectées. Donc, ici, quand la maladie, quand le taux d'infection ici descend, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont guéries de la maladie. Je voulais aussi montrer un truc pour comparer deux choses. Par exemple, quand on parle de la quarantaine, par exemple, pourquoi les gens disent que si, on fait la quarantaine, ça sera mieux. Et donc, je vais changer une valeur ici. C'est le contact, le taux de contact qu'on a ici avec les personnes infectées. Et je ne sais pas pourquoi ça bloque là. Ok, j'ai eu un crash là, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ok. Donc je voulais comparer un peu deux taux de trucs. Par exemple, ce premier taux de contact, c'est 6 par exemple. Je vais faire ça. Le deuxième, je vais peut-être le changer. Je vais mettre 10. Et donc, voilà. Donc, voilà un peu la différence. Par exemple, le plus il y a de contacts, c'est-à-dire qu'on a la raison pour laquelle les gens demandent de faire le lockdown, de faire la quarantaine, c'est parce que quand on fait la quarantaine, le nombre d'infections ici s'étend sur le temps et il y a moins de personnes infectées. C'est-à-dire que les ressources hospitalières ne sont pas aussi utilisées où on demande. Donc, en faisant par exemple moins de contacts, vous voyez qu'il y a moins de personnes qui sont infectées et ça s'étend sur le temps. Et donc, il y a plus de lits qui sont à notre disposition à comparer avec, par exemple, ce premier cas où il y a plus de personnes infectées et ça demande beaucoup de ressources sur le plan médical. Voilà. Et ça arrive dans un temps très, 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 très court du début de l'infection jusqu'à, on va dire, au sixième, septième jour, on a atteint le pic ici. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il y a beaucoup de malades en même temps et puis ça crée des problèmes. Donc, l'intérêt de la quarantaine, c'est l'utilisation des ressources de manière plus intéressante. Donc voilà, je voulais juste un peu montrer cet exemple-là. Et là, je repars. Voilà, donc un autre modèle, un modèle prédateur-proie, c'est une étude d'études des espèces qui interagissent pour l'utilisation des ressources dans le sol. Il y a les lions, les gazelles, les lions moins les gazelles. Comment est-ce que cette suivi-là se fait? Un autre modèle de propagation d'informations, c'est l'étude d'influence des réseaux sociaux, médias sociaux. OK, sorry. Ça c'est réseaux sociaux, c'est ce que j'ai voulu dire ici. Comment est-ce que l'information
grandit, par exemple sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, ce genre de trucs-là. Modèle de réseau électrique, étude d'efficacité du réseau à satisfaire à la demande. Voilà. Donc, je sais pas, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Je peux peut-être prendre juste un exemple pour laisser le temps aux questions, ou je sais pas, qu'est-ce que je fais? Donc, on peut commencer avec les questions. Alors. Ok, je vais prendre juste un exemple, et puis peut-être 5 minutes rapides, et puis passer aux D'accord, il n'y questions. a pas de problème. Là, vous voyez l'écran blanc, l'écran l'écran du... Ok, De Python? ok, voilà, ça marche. D'accord. Donc ici, donc voilà, ici, bon, je vais prendre juste l'exemple du truc, du réseau électrique. Donc, de manière générale ici, comme je dis, le réseau électrique est composé de certaines composantes. Il y a les générateurs, il y a la demande, il y a les lignes de transmission et tout ça. Donc, ici, c'est un projet sur lequel on avait travaillé, on était encore en Virginie. L'architecture du modèle ici qu'on avait fait, c'est de développer des classes objets orientés. Voilà. Donc, on utilise des classes qui représentent les différents aspects du réseau électrique et on les met dans un repositoire ici. Et puis, ce qu'on fait, c'est que on crée maintenant les objets à partir de ces classes-là. Comment est-ce que les objets sont créés? À partir d'une comment on va dire, une search, comment on va dire ça, une demande d'information dans la base de données. Voilà. Et ça, par exemple, quand je construis une classe, c'est un ensemble ça représente un ensemble d'objets, par exemple. Si on dit voiture, voiture peut être une classe. Un objet, c'est quand je définis la classe avec certaines caractéristiques. Par exemple, la couleur, la marque, l'année. Et quand je définis ça, ça crée maintenant un objet. Donc, si j'ai une Range Rover de l'année 2020, c'est un objet de la classe voiture. Donc ici, dans notre cas, c'est la même chose. Ici, on fait, par exemple, generator, c'est les centrales qui seront les objets ici seront les différentes centrales dans le réseau électrique. Et ces différentes centrales seront définies par soit le nom, soit le type de centrale, la position, le lieu et tout ça. Donc, rapidement ici, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, bon, ça, c'est les librairies que j'appelle. Et donc, un générateur, qu'est-ce qu'il a? Il a une technologie. Bon, une technologie, c'est-à-dire, on définit ici le nom, il y a certaines contraintes physiques, c'est-à-dire que, par exemple, si tu prends une centrale nucléaire a besoin d'un temps pour atteindre sa valeur nominale. C'est-à-dire que si j'allume la centrale nucléaire à 9 heures, je vais pas avoir, il va me prendre du temps, peut-être 1 ou 2 heures avant que la centrale nucléaire n'atteigne sa capacité de croisière. Et donc, il y a tous ces paramètres-là que nous avons listés ici. Et puis, ces classes, ces fonctions-là qui définissent le comportement de la centrale. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, il y a plein de commentaires ici que je n'ai pas effacés, mais bon, voilà ces fonctions-là qui définissent le comportement de la centrale. Et la même chose pour tous les éléments du réseau électrique. Un aspect ici important un aspect ici important dans le domaine de la simulation, c'est le temps. Comme je l'ai dit, la simulation, c'est l'observation du comportement du modèle dans le temps. Donc, il faut définir les données temporelles pour s'assurer que, pour voir comment est-ce que, au fil du temps, le modèle va se comporter. Et donc, voilà. Et
voilà aussi certains résultats qu'on a. Bon, ici, on avait pris comme analyse le réseau électrique de l'Afrique de l'Ouest. Donc ici, c'est le cas de la Guinée, par exemple. J'utilise ici PyGal, c'est une librairie Python de visualisation, ici qui permet d'être interactive. Donc, tu peux, quand tu cliques sur un truc, ça disparaît. Donc, tu peux voir un peu l'état de comment est-ce que, en fonction de la demande ou en fonction du type de génération, comment est-ce que, à quel niveau une centrale est utilisée et si la demande est satisfaite. Ici, quand la différence, bon, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre la demande depuis la production, c'est-à-dire que toute la demande est satisfaite quand c'est pas noir. On a le cas de la Guinée-Bissau, par exemple, c'est noir ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes qui n'est pas satisfaites. Donc, c'est juste ici, c'est tout ce qui peut produire dans le temps. Et donc, voilà un peu ce qu'on avait fait. Ici, c'est bon, pour montrer un peu le type d'énergie qui est produite. Ici, il y a le gaz, l'importation des pays, l'hydroélectrique. Donc, pour chaque pays, on a fait ce genre de résumé là pour dresser le profil énergétique ou d'électricité de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà un peu. En gros, à quoi ça sert d'utiliser Python pour la modélisation et la simulation. Donc voilà, je pense qu'il est 47, on a un peu de temps pour les questions, donc si vous avez des questions. Noélie, je te laisse MC pour les questions. Noélie. Ok, désolé, le micro était muté. Ah, d'accord. Merci Lionel pour le bon boulot que tu nous as présenté là. Vraiment très content. Justement, c'est aussi l'occasion de prendre les questions ici et sur Facebook également, pour ceux qui nous suivent. Donc, il y a déjà dans la discussion instantanée des échanges, mais je ne pense pas qu'il y ait des questions. Donc, moi, mon rôle ici, c'est de justement permettre à toutes ces personnes qui veulent poser des questions d'ouvrir leur micro maintenant et poser une question, si vous voulez. Sur Facebook aussi également, poser des questions et on va faire remonter. Moi, j'ai une question déjà, alors pour Lionel. Le sujet vraiment était passionnant et je pense que comme tu l'as bien souligné, le sujet d'actualité, c'est le Covid. J'entendais parler dans les nouvelles beaucoup de modélisation, donc j'ai une meilleure idée maintenant de ce que ça demande. Ma curiosité, c'est au niveau de ton parcours. Pour faire ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que ça demande? C'est concrètement, si quelqu'un en ce moment, on a quelqu'un qui te regarde, qui dit « Ah, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment », on entend parler beaucoup de data science ces derniers temps. Comment est-ce qu'on arrive dans ce domaine, en fait? OK. Je pense que dans mon cas, ça a été plus grâce à mon superviseur de ma thèse de mon master. J'ai fait le Maroc. Le Maroc, j'ai fait génie électrique. Pour moi, d'abord, je voulais être juge. Mon père, il était juge, donc je dis, je vais être juge. Il dit non. Donc, je suis allé au Maroc, j'ai fait génie électrique et bon, ça ne m'a pas vraiment passionné. Quand je suis arrivé ici, j'ai été admis au programme et mon superviseur, il m'a montré la modélisation, la simulation. Il m'a fait ce cours-là, il m'a dit, bon, voilà ce que ça peut faire. Et je pense que si tu t'y mets, ça va te plaire. Et puis, c'est un domaine qui est vraiment prisé, surtout ici aux États-Unis. Et donc, pour y arriver, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des programmes dans les écoles ici, dans les universités ici, qui délivrent des diplômes en modélisation et simulation. Je pense jusqu'à 2 ans de cela, je pense, ils ne délivraient que le master et le doctorat. Mais je pense que mon école, mon alma mater, a ouvert un bachelor. Donc, après le lycée,
vous pouvez avoir un bachelor, un bac plus 4, un diplôme de modélisation et simulation. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste appliquer pour l'école. Vous voyez le programme, vous appliquez pour l'école, et puis pour le programme, et puis ici, le doyen du collège d'ingénierie aime, il voit que vous avez de bonnes notes, vous êtes admis, et vous prenez des cours. Donc, les cours, on vous donne des cours sur qu'est-ce qu'un système, qu'est-ce qu'un modèle, un peu comme ce que j'ai fait, la Monte Carlo simulation. Bon, il y a d'autres types de simulations que vous apprenez aussi. Et il y a aussi l'aspect, comme tu as souligné, l'aspect data analysis, big data, data science, qui commence à s'intégrer vraiment dans le domaine de la modélisation, simulation. Donc, il y a des cours aussi dans le programme qui sont disponibles. Donc, vous pouvez prendre ces cours-là. Donc, réponse courte, c'est juste appliquer au programme et puis s'investir. Juste, je ne vais pas un truc, mais ça demande quel genre de compétences? Il faut être bon en maths, physique. Ah, OK. Oui, mais c'est un diplôme d'ingénieur, donc il faut être bon il faut aimer les maths, et puis on va dire avoir l'esprit, je sais pas, l'esprit ingénieur, je me dis parce que Okay. voilà, il faut aimer il faut aimer les sciences, voilà. Il y a beaucoup maintenant les programmes de maintenant, il y a beaucoup de programmation. Ici, par exemple, aux États-Unis, quand tu fais un diplôme d'ingénieur, on te dit qu'il faut au moins connaître un langage de codes. Donc, il faut avoir soit MATLAB. Moi, je fais MATLAB, je fais Python aussi. Donc, il y a des cours pour ça, tu vas les prendre et puis voilà. Donc, ça demande l'amour de l'ingénierie, la science et puis la programmation. D'accord, merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, monsieur. Bonsoir, Fourier Camelan, oui. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir un peu sur la question de Abou Koné. Bon, c'est juste un additif, hein. C'est juste un additif. Au niveau de l'université de Cocody, par exemple, ils ont un labo qui font aussi de la modélisation. Voilà, et avec eux, ils ont, au niveau de leur labo de modélisation, pour pouvoir faire ce que Lionel a présenté là, il faut aussi du machine learning, big data, data science, avec beaucoup de statistiques et de mathématiques. Et aussi, et généralement, les cours sources tels qu'il a présenté là sont faits en Python. Voilà, donc toutes les simulations sont généralement faites en Python. Et c'est à partir de là, à partir du modèle, parce qu'ils ont des mathématiciens qui sortent les modèles mathématiques avec les fonctions mathématiques. Je prends par exemple le modèle qu'ils apprennent, le modèle SIR, vous avez présenté, que Lionel a présenté tout à l'heure. C'est ce modèle classique-là qui se base et ils sortent d'autres fonctions du passage de chaque étape, ils sortent d'autres fonctions et maintenant ils vont les programmer maintenant en Python pour pouvoir faire les différentes simulations qui existent. Et il y a beaucoup de bibliothèques qui existent en Python qui permettent de faire ces simulations-là, telles que NumPy, Scikit-learn, ainsi de suite, qui permettent de faire un peu ces différents trucs-là. Voilà, donc c'est juste un additif par rapport à ce que Lionel vient de dire. Voilà. L'université de Cocody, hein. Je ne savais pas qu'il y avait ça là-bas, c'est bien ça. Oui, à l'UFR de mathématiques et informatique. Mais c'est récent, hein, c'est récent. OK. Ouais, c'est récent, voilà. Merci, Fourier. OK. Ok, bonsoir à tous. J'ai une question. Bonsoir, c'est bleu. C'est bleu Yves. Oui, c'est bleu. Oui, c'est bleu. Vous connaissez bleu Juvenal? Non? Non. Okay. Désolé. C'est un ami avec qui on a fait le scientifique là. Ok. Bon, merci, j'ai aimé votre présentation et tout ça. Et moi, ma question, c'est surtout au niveau de un peu, je sais pas, de comment ça peut s'appliquer au niveau de l'Afrique ici. Est-ce qu'un développeur moyen peut essayer de, je sais pas, comment un développeur moyen peut s'en sortir? Par exemple, je sais que aux États-Unis, il y a des grandes structures qui utilisent ça et tout ça, mais est-ce que c'est beaucoup utilisé ici, par exemple en Afrique, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un développeur moyen peut faire de ça son business? Merci. Bon, je pense que
Je pense que oui. Réponse courte, oui. On en parlait un peu avant avec Noélie. Ils avaient fait un sondage et puis il apparaissait que les payes pour les codeurs n'étaient pas vraiment élevées. Et je dis que je pense que ça peut être dû à la force de la demande. C'est-à-dire que la demande en Afrique ou peut-être en Côte d'Ivoire n'est pas forte au point qu'on puisse donner autant d'argent ou on va dire une somme assez considérable à un codeur. C'est la même chose pour la modélisation. S'il y a la demande, par exemple, ici moi, je vais dans un supermarché. Les gens vont dans un supermarché. Ils vont attendre, ils vont faire le rang pour faire à la caisse. Si à un certain moment, si ça dure trop, ils vont laisser les affaires et puis vont aller ailleurs. Et puis, ils ne vont plus venir. Et donc, ça, c'est un problème de business pour les grandes structures d'ici qui ne veulent pas ça. Quand ici, on dit le client est roi, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que le client veut, c'est ce qu'on fait. Et donc, un tel problème, par exemple, comme j'ai donné l'exemple, Cash Center, est-ce qu'il faut avoir d'autres caissières? Est-ce qu'il faut avoir un autre magasin? Est-ce qu'il faut étendre ça? C'est des questions qu'on ne peut pas résoudre de manière là, on va dire, bon, on fait ça. On va utiliser la modélisation. À Abidjan, par exemple, le trafic routier, il est infernal. Ce n'est pas possible de conduire là-bas. C'est un problème qu'on peut utiliser la modélisation pour résoudre ça. Est-ce qu'il faut faire des one-way? Est-ce qu'il faut faire des routes avec une seule direction pendant certaines heures, deux directions? Est-ce qu'il faut comment diriger le trafic? C'est un problème que la modélisation peut résoudre. Mais est-ce qu'on se plaint? On se plaint dans nos voitures, mais bon, comme on le dit, ça ne va pas quelque part. Donc, il y a les opportunités, oui, elles sont là partout. Le système de banque aussi, c'est la même chose. Tout est manuel, il n'y a rien d'automatique. Je disais à mon banquier d'Abidjan, je peux faire 6 mois ici sans aller à la banque ici. Je peux faire tout électroniquement, j'appelle, et puis ça marche. Mais à Abidjan, on ne se plaint pas, la clientèle, bon, ça va, on se contente de ça. Donc, le besoin est là, mais il ne se manifeste pas de manière, on va dire, intéressante pour utiliser ce genre de technique-là. Mais c'est sûr que le besoin il est là. D'accord, merci. Rapidement, quelles sont les structures bon, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est l'État, la plupart de ceux qui ont besoin, à qui vous vendez vos solutions, c'est l'État ou bien ce sont les structures privées? Voilà, et fini par merci beaucoup. Bon, dans mon cas, nos clients, c'est les agences fédérales. Comme je l'ai dit au début, le ministère de l'Énergie a une branche sciences et innovation. Cette branche-là a financé 17 laboratoires de recherche. Donc, dans tout le pays, il y en a 17. Et donc, ces laboratoires-là font la recherche et qui est financée par le ministère de l'Énergie, qui est financé par le contribuable, bien sûr. Donc, ils nous disent, bon, voilà un problème qu'on a. Est-ce que vous pouvez résoudre ça? OK, oui, on peut le faire. Ça va coûter 1000 francs, 2000 francs. Voilà. Et puis, on décaisse l'argent et puis on travaille dessus. Et puis, on le fait des rapports. Donc, dans mon cas, c'est le gouvernement qui finance. Mais le privé aussi, c'est sûr, quand tu vas aux conférences, tu vois qu'il y a beaucoup de compagnies dans le privé aussi qui s'y adonnent. Donc, les militaires aussi utilisent beaucoup ça pour leur mission. Je pense Walmart, Walmart, c'est privé, je pense. C'est privé, oui. Voilà, par exemple. Il y a les grandes chaînes de magasins ici qui utilisent ça aussi pour le supply chain. Donc, ouais, c'est privé, public. Mais dans mon cas, c'est public. D'accord, merci beaucoup, Lionel. Noélie, est-ce qu'on a des questions sur Facebook? OK, allez-y. Est-ce qu'on peut avoir la présentation PowerPoint là? C'est possible de l'avoir? Ouais, je pense.
Je peux envoyer ça, je ne sais pas, à Abou ou bien Noélie. Ouais, Si tu peux vous voulez. nous envoyer ça, on va poster ça. Ok. D'accord. OK. Noélie, on a des questions sur Sur Facebook? non, sur Facebook, on n'a pas de questions. Pas de questions. Donc, moi, ma dernière question que je vais poser, une dernière question, pardon. Est-ce qu'on peut utiliser un autre langage pour faire de la modélisation? Quelqu'un qui pose la question à Lionel, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser un autre langage pour faire de la modélisation? Ouais, oui. J'utilise MATLAB aussi. MATLAB, il y a Java aussi qui peut être utilisé. Je pense qu'il est possible, je ne sais pas s'il y a d'autres langages, mais je pense qu'il est possible de faire. En tout cas, je sais avec Java et puis MATLAB. Mais bon, je suis un peu, on va dire, je ne vais pas être objectif ici peut-être, mais subjectif. Python, c'est un langage vraiment, je sais pas, high level, je ne sais pas comment dire ça, mais il est beaucoup accessible, c'est-à-dire qu'il y a plein de ressources en ligne, il y a plein de librairies qu'on peut utiliser si on est bloqué, par exemple. Donc, c'est un langage vraiment soutenu. Et puis, il est vraiment objet-orienté. MATLAB a essayé de changer sa structure pour s'orienter dans cette direction-là. Mais je pense que Python a plus d'avance sur ce plan-là. L'objet orienté, modélisation objet orientée est plus flexible et puis ça te permet de séparer les classes de manière plus intéressante. Donc, ça fait que le code est moins touffu, je ne sais pas, moins... il est plus aéré, on va dire. Voilà. Mais oui, on peut utiliser d'autres langages. Moi, j'ai une question. C'était ma curiosité par rapport à ta présentation dans la modélisation. C'est plus une question de... Un truc que je comprends pas, qui m'échappe toujours. Tu as dit que les systèmes doivent refléter le plus, par exemple, tu as donné l'exemple du trafic routier, qui doivent refléter le plus le monde réel. Comment est-ce que dans la modélisation, vous prenez en compte les comportements humains, ou bien même si ce n'est pas des comportements humains, les comportements des objets? J'ai vu dans le code que tu avais tout à l'heure, il y avait certains paramètres qui sont définis, mais en général, comment est-ce qu'on modélise les comportements? Est-ce que vous utilisez des formules mathématiques ou bien vous essayez comment est-ce que vous modélisez ça en fait? Pour que le Ok, modèle d'accord. soit précis. Ok, voilà. Donc, en fait, je veux dire, c'est le modèle qui doit être proche de la réalité parce que le système, c'est le réel déjà. Donc, le modèle, c'est la représentation qui doit être une bonne représentation. Il y a ce qu'on appelle social simulation, c'est la simulation on va dire, des comportements humains. C'est une discipline complètement à part, bon, une sous-discipline de la modélisation et simulation qui prennent en compte ça. Je ne suis pas vraiment dans ça, donc je ne sais pas, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais une chose par exemple, quand j'ai montré l'exemple du SIR là, pour le COVID-19, par exemple, vous prenez, par exemple, le taux pour quantifier, on va dire, les contacts humains, par exemple, on va dire. Si on prend les données, on regarde que, par exemple, il y a eu un certain nombre de malades dans une région, dans une zone, et puis, en combien de temps est-ce que ce nombre-là évolue? On peut estimer certaines valeurs, par exemple le taux d'infection. Oui. Donc, on peut utiliser ces estimations mathématiques-là pour quantifier le comportement humain. Voilà. Par exemple, si on a un taux d'infection qui est lent, qui est bas ou bien qui est haut, ou bien on va dire bas, ça peut
traduit que les humains ne sortent pas ou bien qui sont moins, qui se réunissent moins, qui restent chez eux et tout ça. Donc, ça, on peut traduire ce comportement-là par un réseau d'infection qui est bas. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, on peut, même si ce n'est pas vraiment très exact, mais en fonction des données qu'on a, on peut essayer de traduire ces comportements-là. Voilà. Okay. Mais par exemple, il y a eu des simulations, on va dire, par exemple, dans un stade, vous allez dans un stade et puis il y a une... quels sont les comportements que les gens ont dans les stades ou bien pendant les concerts, ce genre de trucs-là? Ils s'appuient sur les données qu'on a déjà, par exemple, du machine learning, par exemple, pour essayer d'avoir des formules mathématiques qui prédisent ou bien qui décrivent le comportement humain et puis ils intègrent ça dans les modèles. OK. Dans une question, si personne d'autre n'en a, moi, je pense que le sujet me fascine un peu. Quel est l'impact du hasard dans les modèles? Bon, Monte Carlo, hein, je pense que Monte Carlo, c'est un bon outil pour adresser, on va dire, pour résoudre ce problème-là quelque peu, ouais, parce que quand on fait encore et encore les expériences, ça réduit, ou bien on va dire ça réduit un peu le rôle du hasard. Bon, dans d'autres types de simulations, par exemple, on peut utiliser deux fois des générations de... On peut générer des nombres aléatoires, par exemple, pour quantifier le rôle du hasard. Okay. Et aussi, il y a d'autres qui utilisent, par exemple, on se réfère aux données historiques et avec ces données-là, bon, ça c'est un autre domaine, mais bon, on appelle ça randomness quantification. Pour quantifier l'effet du hasard, ils arrivent à quantifier quelque peu avec des équations mathématiques le rôle du hasard et puis ils intègrent ça dans les modèles. Okay. Pour nous autres, en tout cas pour ce que nous on fait, on essaie d'ignorer ça un peu, mettre ça sur le compte du fait que le modèle c'est juste une représentation, c'est pas le système réel. Donc, il y a une marge d'erreur. OK. Alors, pour terminer, ce que moi je dirais, merci déjà, Lionel, pour cette belle présentation. Merci pour tout. Quel est le conseil finalement que tu pourrais donner à tous ces jeunes-là, tous ces juniors, toutes ces personnes passionnées de tout ce que tu nous as présenté là? Comment est-ce qu'ils peuvent y arriver? Quel est le conseil en fait que tu donnerais à ces jeunes qui souhaiteraient être comme toi? C'est ça le mot de la fin en même temps. Si tu as un mot de fin, tu peux rajouter. OK. Ouais, Amine, comme je l'avais dit d'entrée, c'est une belle initiative d'avoir rassemblé les codeurs, on va dire, de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un domaine important. Ici, par exemple, les gens payent cher pour ça. C'est dommage qu'on soit un peu en retard dessus. Donc, c'est vraiment une belle initiative. J'encourage vraiment les codeurs, les gens du groupe, les adeptes du groupe à continuer à chercher à se perfectionner aussi. Il y a des cours en ligne qui sont gratuits. Vous pouvez, de temps en temps, quand vous avez le temps, vous perfectionner dans ces domaines-là. Mais, et aussi, essayer d'attacher ça à un exemple pratique, par exemple, un domaine spécifique. Le domaine de banque, par exemple, pour moi, on est quand même un grand pays. Bon, les banques, c'est pas vraiment ça. Donc, je pense que si moi j'étais un codeur, c'est vers là que j'allais m'orienter quand même
pour ça et montrer aussi l'importance de ça, parce que c'est sûr que les gens en ont besoin. C'est ça. Donc, belle initiative et puis bonne continuation. Quand même. Ok, merci Lionel. On dit merci aussi au grand frère Abou, qui est aussi partenaire sur cet événement-là. C'est ensemble que nous organisons sous ta passion. Et on souhaite aussi avoir d'autres partenaires. Voilà. Donc, si vous avez des initiatives similaires ou si vous évoluez dans le même domaine que nous, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour qu'on puisse faire grandir cette communauté-là. Donc, merci et bonne soirée chez vous et portez-vous bien. Ok, merci à tous. Okay, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Okay, merci à tous. Merci. Merci.